Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat. Aujourd'hui, le 27 janvier, l'Institut français organise la nuit des idées. Les crises doivent-elles, les sorties des crises doivent-elles être envisagées à l'échelle internationale? C'est une question déjà assez claire pour commencer. Vous savez que la RDC fait déjà plus de deux décennies maintenant, 2 décennies d'insécurité, des crises politiques violentes, mais pas simplement crise politique parce que crise sociale, crise communautaire et crise multiforme. Alors les sorties des crises, est-ce qu'on doit les envisager à l'échelle internationale? Autrement dit, ce qui n'est pas dit ici, c'est que est-ce qu'on devrait peut-être les envisager aussi à l'échelle nationale? Le débat est lancé entre vous qui participez à ce débat, le public, et les invités ici à côté de moi, professeur Emmanuel Kayembe, enseignant en relations internationales à l'université de Lubumbashi, monsieur Prince Kilundu, qui est membre de la Lucha, lutte pour le changement, madame Marianne Yave, qui est présidente du Katanga, de l'UNPC, l'Union de la presse congolaise, et les membres aussi de l'Union de la presse francophone. Bonjour à tous. Bonjour. Alors la question, nous allons la voir donc à la fois comme question congolaise, mais aussi comme question africaine. Les sorties des crises doivent-elles être envisagées à l'échelle internationale? Et donc pour qu'on puisse bien se fixer tous sur ce dont nous parlons, la situation des crises elle-même pour la RDC, tantôt je disais que ça fait deux décennies, voilà. Nous sommes déjà 22 ou 25 ans que nous sommes en crise depuis le génocide rwandais. Alors, 2 décennies après, Madame Marianne Moujing. La RDC n'a pas évolué, nous sommes en train de faire du surplace. Du surplace parce que simplement, cette question d'insécurité en RDC, la RDC est un géant au niveau de l'Afrique centrale. Quand je parle du surplace, parce que la RDC en tant que géant de l'Afrique centrale n'est pas encore sortie de cette crise. Cette crise ne fait que se transformer. C'est au jour le jour que ça se transforme. Et au jour le jour, nous constatons que cette crise, au lieu de prendre fin, elle prend d'autres dimensions. Donc moi, je dis que la crise sur le plan sécuritaire en RDC n'est pas encore finie. Donc dire que ça a commencé depuis plus de 2 décennies, c'est vrai, mais après plus de 2 décennies, on se rend compte qu'on fait du surplace. Rien ne marche sur le plan sécuritaire. Bien entendu, il y a plusieurs facteurs qu'il faut considérer. Et si je parle de plusieurs facteurs qu'il faut considérer, le premier facteur très important, c'est ce facteur politique. Comment ça se passe sur le plan international, sur le plan africain? Et pendant qu'on y est, parce qu'il faudrait quand même parler de cet aspect, la RDC vient de gérer, je sais qu'on va aller dans le débat, l'Union africaine. D'ici là, on doit passer la main au Sénégal comme président, après la présidence en exercice. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé sur le plan de la gestion de l'Union africaine, on se rend compte que la RDC a pratiquement raté sa mission. Quand je parle de la RDC représentée par un chef de l'État qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a fait une année à la tête de l'Union africaine, on n'a rien senti. Que ce soit sur le plan de l'Afrique centrale, Afrique du Nord, il y a des crises partout, Afrique de l'Ouest. Pendant que vous m'aviez dit qu'il faut que j'aborde cette question, je riais. Je ne pouvais pas imaginer, parce que nous sommes dans la crise en RDC, mais cette crise en RDC nous appelle de réfléchir sur la crise en Afrique, en fait, les réalités de la crise en Afrique. Mais je réfléchissais en disant, mais on me pose une question sur comment sortir de cette crise. Mais il n'y a pas que la RDC.
il y a aussi l'Afrique de l'Ouest. Le dimanche, tout le monde se réveillait en disant « Mais qu'est-ce qui se passe à Ouagadougou ?» Et moi, je vais vous faire rire, je venais de Ouaga. Je ne pouvais pas imaginer qu'au mois de novembre, j'étais à Ouagadougou et on allait me dire au mois de janvier qu'il y avait un souci à Ouagadougou, tel que j'avais vu les choses. On va en parler. Donc, on fait du surplace. C'est ce que je peux dire à ce stade. La crise, de manière générale, j'ai dit, c'est une crise multiforme. Madame Yav Moujing estime qu'on fait du surplace plutôt que de progresser. Et vous, comment vous analysez et à la fois la crise congolaise et en même temps la crise africaine? Congolais et africains, nous sommes tous amnésiques d'une certaine façon. Ce sont les mêmes crises qui changent de forme, comme on ne sait pas comment gérer, quelles sont les causes réelles de ces crises-là. On est obligé à les répéter à chaque fois, bien que ça change de forme. Le problème est toujours là. Donc on ne s'attaque pas au fond du problème. C'est pour ça que nous sommes en train de vivre les mêmes histoires. Les situations que madame vient d'évoquer tantôt ici, ce qui s'est passé à Burkina Faso, il n'y a pas que le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a encore la Guinée. Donc la vague de coups d'État va encore souffler sur l'Afrique. Or, c'est une situation qui s'est passée vers les années 90, je crois. 60 ou 90, là où il y avait des coups d'État partout. Mais pourquoi on retombe sur les mêmes choses? C'est juste parce qu'on n'a pas tiré les leçons du passé. C'est ce qui caractérise généralement l'Afrique et le Congo en particulier. Une crise de démocratie selon vous? Puisque ces pays qui connaissent des crises, au Mali, le président qui vient de décéder, qui a été limogé par les militaires, il a été très bien élu. Si vous regardez le président du Burkina Faso, il a été bien élu. Mais à la fin, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une crise de la démocratie? La démocratie en Afrique est discutable. Quand Ouattara change de constitution, on parle de quoi? Non, c'est la volonté du peuple. Donc il faut discuter cette démocratie-là qu'on nous parle ici en Afrique. On ne dira pas que c'est la crise de la démocratie parce que, bon, est-ce qu'en Afrique il y a la démocratie? Alors, professeur Emmanuel Kayembe, les deux intervenants disent que la situation est pratiquement la même, mais quand on écoute aussi certaines analyses, on dit que l'Afrique souffre pratiquement de son instabilité depuis les indépendances. Déjà, quand on regarde la situation de la RDC, et la Constitution de 2006 dit qu'on est sorti, et les mesures qui sont prises dans cette Constitution, c'est pour conjurer le sort, sortir d'une crise pratiquement endémique, ce n'est pas le terme approprié utilisé dans la Constitution. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on dit on verrouille le mandat du président à 2, non renouvelable. Certains articles de la Constitution, on ne les modifie pas, mais on a l'impression que tout ça n'a pas résolu nos problèmes. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la parole, mais j'aimerais préciser quelque chose. Ça passe? Oui. Alors, j'aimerais préciser quelque chose. J'apprécie très sérieusement les arguments des estimés co-débatteurs ici. J'apprécie très sérieusement leur argumentaire. Mais je voulais dire quelque chose à propos de la crise en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas sans savoir que la RDC est un pays post-conflit qui vient d'une très longue guerre. Et qu'avec la passation pacifique du pouvoir entre le président entrant et sortant, nous avons cru tous que nous allons entrer dans une nouvelle période post-crise ou post-conflit. C'était ça, le leitmotiv qui a pratiquement animé tous les Congolais, épris de paix et de justice, où nous avons vraiment cru que cette fois-ci, c'est la bonne. Mais qu'est-ce qu'on a vu il y a pratiquement 3 ans, avec l'exil du pouvoir du régime Fachi? On a vu que nous avons un réel problème de gouvernance du pays. Alors si aujourd'hui vous parlez des crises sécuritaires, vous parlez des crises économiques, vous parlez des crises politiques, les derniers faits, c'est la crise Kabound. Si vous voyez toutes ces choses, le vice-président de l'Assemblée nationale. Quand vous voyez tous ces événements-là, nous nous mettons ça dans l'aspect de gouvernance. C'est que nous avons un réel problème de management du pays. Même les pays que vous avez cités, là où il y a eu des coups d'État, le tout dernier pays que vous avez fait allusion, c'est Burkina Faso. Le président Marc Kabore a été élu très bien, 2 fois. Mais
Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème là-bas? Le problème de gouvernance sécuritaire, la montée du djihadisme. Voyez-vous? Et c'est le même problème pratiquement Mali, Burkina Faso, c'est que si qui amène les militaires au pouvoir. Nous sommes en sciences sociales, nous ne donnons pas des solutions toutes faites de laboratoire, mais si nous voulons conjurer la problématique des crises dans nos sociétés africaines, il faut d'abord tabler sur la question de gouvernance. Je pense, à mon sens, que c'est d'abord ça le nœud du problème, la gouvernance. Alors, le comment de cette gouvernance, je pense, va nous intéresser. Mais la gouvernance fait quoi justement à l'Afrique ou particulièrement au Congo? Quand j'ai dit les problèmes de gouvernance, si nous regardons froidement la manière dont la RDC aujourd'hui est gérée, quand vous voyez les budgets, la manière dont les produits nationaux bruts est pratiquement divisé entre les différentes composantes de la société, j'ai dit ça donne l'idée que nous allons entrer pratiquement dans la crise. Regardez très bien. Alors, faites allusion. S'il vous plaît, regardez la part du budget de la présidente de la République. Regardez la part réservée à l'armée nationale. Alors, avec cette infime portion d'argent que vous disposez pour la défense nationale, et vous voulez avoir des résultats probants pour conjurer l'insécurité. C'est un réel problème. Autrement, on devrait accorder la priorité à l'insécurité, c'est-à-dire gonfler de budget sécuritaire. Je ne sais pas ça, mais il faut toute proportion garder, il faut qu'il y ait une certaine justice distributive. Il ne faut pas qu'on trouve des institutions avec des montants pratiquement faramineux. Et vous trouvez certains secteurs de la vie nationale, pratiquement l'éducation, vous trouvez 1%, 2% du budget national. Voyez-vous les problèmes de gouvernance? C'est que les problèmes de gouvernance commencent par la justice distributive au niveau de l'argent. D'abord ça. Et ensuite, la conscience nationale. Voyez-vous? Tant que vous n'allez pas régler les problèmes de la pauvreté dans nos communautés, tant que vous n'allez pas régler les problèmes de la défense nationale, tant que vous n'allez pas régler les problèmes de dilapidation des deniers publics, vous aurez des problèmes de gouvernance. Et tant que vous aurez des problèmes de gouvernance, les crises vont se multiplier ou se quadrupler dans ces pays et en Afrique. C'est que le vrai problème pour l'Afrique, j'ai dit et je le répète, j'ai dit que ce n'est pas une solution miracle, mais je pense que nous devons tabler sur la gouvernance. Avant qu'on progresse alors, Monsieur Prince Kilundu, vous êtes de la Lucha et la Lucha est très présente dans le débat politique et sécuritaire, en même temps social d'ailleurs, et c'est le débat social qui a fait émerger la Lucha quand on l'a vu pour la première fois monter. Et donc, on a vu la Lucha trop sur les débats sociaux et progressivement sécuritaire avant de se lancer sur les débats politiques. Mais justement, la question sécuritaire qu'aborde le professeur et de gouvernance, vous en parlez assez souvent. Mais qu'est-ce que ça fait justement à la sécurité, cette gouvernance, pour vous qui suivez de plus près ces problèmes et malheureusement qui connaissez aussi certaines pertes, comme la personne que vous venez de perdre parmi vos militants tout à l'heure? Ok. Le professeur venait de parler tantôt ici de la répartition du budget national. Vous allez vous rendre compte que quand vous voyez comment le budget national est réparti, les questions prioritaires de la population qui touchent directement les sociales, qui touchent la vie de tous les jours sont négligées d'une certaine façon. Voyez-vous, avec ça, comment voulez-vous que les choses puissent changer? Quand on parle aujourd'hui de la crise sécuritaire, c'est vrai, les gens s'attaquent souvent aux conséquences, mais quelles sont les vraies causes, par exemple, de la crise de l'Est? Mais c'est la pauvreté, c'est la misère. Quelles sont les causes du terrorisme aujourd'hui au Mali, partout au Sahel, là où on les déplore? C'est la pauvreté, le chômage des jeunes. Les terrorismes trouvent un lit sur lequel se reposer parce que, bon, un jeune qui n'a pas d'emploi, on vient lui proposer un marché, voilà, tu vas faire tel job pour nous, en retour, tu seras payé. Eh bien, il mord facilement à l'hameçon, bien que ce job-là consiste à tuer ses semblables. Donc, le vrai problème de gouvernance, c'est gérer d'abord la justice distributive. Nous, à la Lucha, nous parlons de la dignité humaine et de la justice sociale. Ça, c'est important. Tant que ces deux questions-là ne seront pas réglées dans notre pays et partout en Afrique, on aura toujours des problèmes.
Pourquoi les gens prennent les armes, par exemple, au Congo? Parce qu'ils se sentent marginalisés. Aujourd'hui, il y a des groupes d'autodéfense à l'Est qui se sont transformés en milices. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que leurs communautés ne sont pas prises en compte par certaines décisions des décideurs. Alors, ils se transforment. Au début, ils étaient des groupes d'autodéfense. Ils protégeaient les intérêts de leur communauté. Mais avec le temps, ils se sentent que le problème continue et ils se transforment maintenant en milices pour des raisons économiques. C'est ça le vrai problème que nous avons. Mais alors, moi, je voulais quand même essayer de contredire ce point de vue, mais cette fois, je reviens à Madame Marianne Yav, parce que quand on prend par exemple le cas du Burkina Faso, mais je vais revenir à la RDC, il y a l'épisode années 90 où on a eu Sankara assassiné, on a eu des coups d'État pratiquement partout en Afrique, et puis, disons, l'Afrique subsaharienne. Et puis, il y a eu quand même une accalmie. 90 arrive aussi avec la perestroïka, c'est la démocratie, partout démocratie, conférence nationale souveraine, et ça se calme. Et puis, on a eu quand même pratiquement 2 décennies de calme. Et on a dit, bien qu'on se civilise, excusez-moi, passez-moi le terme, mais c'est-à-dire plus des coups de canon pour accéder au pouvoir, passons aux élections, et puis les élections, vous avez Kaboré qu'on va déposer comme ça, pouf. Mais si en réalité, c'est la crise, disons, de pauvreté, de gouvernance qui pose problème, mais qu'est-ce qui explique que pendant ce temps, il y a eu cette accalmie, il n'y a pas eu de coup d'État? Est-ce que la pauvreté a disparu? Est-ce que l'argument de pauvreté et de bonne gouvernance tient toujours? Mais disons que le prof a raison, Prince a également raison, mais il y a des facteurs qu'il faut chaque fois relever. C'est vrai, la gouvernance. Je pense qu'en RDC, à un moment, on a vécu ce terme bonne gouvernance, bonne gouvernance. Il y a même un premier ministre de ce pays qui nous a appris ce terme-là. Ça criait partout, bonne gouvernance. Et on avait à des moments un terme, la réunion de la Troïka. On a vécu tout ça. Mais et la croissance à double chiffre? Oui, on a vécu tout ça. Mais j'ai parlé d'un premier facteur, les dirigeants africains, les dirigeants congolais. Il y a un problème de mauvaise foi. Là, je ne parle de mauvaise foi, il y a d'autres qui diront une mauvaise volonté. Le problème africain, nous sommes en RDC, je prends l'Afrique en général. C'est vrai qu'il y a la pauvreté, c'est vrai qu'il y a la gouvernance, la mauvaise gouvernance, parce qu'il y en a qui ont parlé de la bonne gouvernance, et encore, il faut prendre tous les paramètres. Je ne suis pas économiste pour savoir s'il y avait effectivement une bonne gouvernance en ce moment-là, parce qu'en ce moment, si en RDC nous déplorons qu'il y a une mauvaise gouvernance, ce sont les économistes qui peuvent nous dire quelle est la bonne et la mauvaise gouvernance. Mais au regard de nous tous ici, on se dit la gouvernance, nous allons sur de paramètres qui sont de bas niveau. Quand je dis de bas niveau, c'est le social du peuple congolais. Quel est le salaire? Le prof l'a soulevé. Moi, j'ai un magazine économique où je me dis, ce n'est pas normal que pour le budget de l'État congolais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, pour le budget de l'État congolais, vous avez la présidence de la République qui a le gros paquet. Je prends un cas. Le chef de l'État est reçu par une presse internationale, et même la presse d'ici, on lui pose la question sur son salaire. Il vous dit qu'il ne connaît même pas son salaire. C'est grave, ça. Ça, c'est un paramètre. Mais, oui, c'est un paramètre très important. Comment on peut avoir un chef de l'État qui ne connaît même pas son salaire? Les émoluments, on ne sait pas c'est combien. Il vit de quoi? Il vit de quoi? Premier paramètre. Deuxième paramètre. Tout le monde a rêvé, c'est vrai, le prof l'a dit, l'alternance au pouvoir, passation pacifique du pouvoir, on l'a chanté. Mais je pense que moi, j'ai même fait des magazines pour dire, on applaudit. Mais lorsque nous avons applaudi 3 ans après, nous sommes en RDC, je vais aller en Afrique, mais on se rend compte, le paramètre, quel est le salaire qu'on a? Le professeur, un professeur d'université, un huissier, un journaliste. Il y a des états généraux de la presse qui se tiennent à Kinshasa. Posez la question à tous les professionnels des médias qui sont là-bas. Combien ils ont à la fin du mois? Quels sont les émoluments? Donc, il y a des paramètres qui ne trompent pas. Quand on parle de la gouvernance, on voit tout ça. Mais que cela ne tienne, vous avez dit, mais la gouvernance, la pauvreté, ça a toujours existé.
Ok, ça a toujours existé, mais à un moment, il y a un réveil de conscience. Les peuples africains se rendent compte au jour le jour que ces peuples africains se rendent compte que nous avons été assez cajolés. Nous avons assez fermé les yeux. C'est vrai, il y a eu une démocratie, un vent de la démocratie. Mais moi, je me pose la question si effectivement la démocratie a été une solution. Est-ce qu'il y a la démocratie en Afrique? Je dirais tout de suite non. Et je peux même dire comme Norbert Zongo, paix à son âme, il n'y a pas de démocratie, il y a plutôt la plutocratie. Ça veut dire? Ah ben voilà, on va y arriver. Il n'y a pas la démocratie. Parce que quand nous parlons de la démocratie, on doit se mettre à respecter les valeurs démocratiques. On doit mettre le peuple au centre des préoccupations pour le développement. Ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays africains. En RDC, on est tous dessus. Il y avait, j'espère qu'on ne viendra pas me récupérer après, mais il y avait un slogan autrefois qui était le peuple d'abord. Je ne l'entends plus. On se rend compte que le peuple d'abord aujourd'hui en RDC, c'est la famille d'abord, c'est la diaspora d'abord. Je n'ai rien contre la diaspora, je n'ai rien contre la famille, mais on se rend compte, c'est ça que l'on vit au jour le jour. Donc la plutocratie, le prof va me compléter parce que je le vois secouer déjà la tête, la plutocratie, c'est ça que nous vivons en Afrique. Je prends l'Afrique en général, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Prince l'a dit, c'est l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Mais moi, je ne serais pas surprise que ce soit l'Afrique centrale. Dans quelques mois, il y a le Cameroun. Ne vous trompez pas, Paul Biya qui vient de faire plus de 30 ans au pouvoir. Il a mon âge au pouvoir. Eh bien, il vient de le faire. Donc, ce n'est pas pour dire qu'au Cameroun, ça se passe bien. J'étais au Cameroun, c'est autre chose. Il y a aussi la guerre au Cameroun. Du côté sud, il y a la guerre. Donc, ce n'est pas un pays où, non, parce qu'il y a Cannes qui se joue là-bas, tout est rose. Non, pas du tout. J'étais au Burkina. Au Burkina, vous parlez avec des confrères, avec des consoeurs. Il y en a même qui m'ont fait des audios pour me dire, mais madame, quand vous avez dit que rock, c'était une blague, je m'excuse pour les Français, c'était un produit français, eh bien, encore une fois, les solutions des crises africaines ne viendront pas, moi j'en parle déjà, du Club de Paris, Club de Tokyo, G7, Union africaine. Les solutions des Africains viendront des Africains eux-mêmes, des Africains qui sont conscients de leurs problèmes. Alors, avant qu'on arrive... C'est comme ça que j'appuie, moi, les groupes, les activistes de droits de l'homme, la lucha, je les appuie. Parce qu'en fait, ils nous disent clairement, c'est que les autres disent tout bas. Le prof va dire, mais je dois protéger mon poste là, je suis professeur à l'université, il ne faudrait pas que j'ai une lettre de révocation, de suspension, mais eux, ils peuvent nous aider, les mouvements citoyens. Donc il faut les encourager à un moment et dire que bravo, il faut y aller, mais avec une bonne conscience, avec un bon réveil des citoyens africains, mais citoyens congolais en particulier. Voilà. Alors, à tout moment, chers participants, vous pouvez toujours demander la parole et l'obtenir, sinon nous risquons de vous oublier ou vous risquez d'avoir l'impression que nous vous oublions. Non, à tout moment, vous pouvez demander la parole et l'obtenir. Alors, à ce niveau, d'accord, messieurs, vous pouvez approcher s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je suis enseignant. Alors je suis venu participer à cette conférence dans le cadre écologique parce qu'on disait que la RDC c'était un pays solution pour pouvoir, je ne sais pas. Ah d'accord. Bon, je voudrais justement réagir par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Beaucoup de temps, on passe à victimiser les dirigeants africains, ceux qui nous gèrent, le manque de leadership, la mauvaise gouvernance, ainsi de suite. Maintenant, je pose une question. Les enfants qui se rendent compte qu'ils sont orphelins des parents vivants, quelles dispositions doivent-ils prendre? Parce que les Africains, la RDC en particulier, nous nous rendons compte, nous les Congolais, que depuis l'indépendance, parce que depuis toujours, on condamnait d'abord Kassavobo,
en fait, Lumumba, d'avoir précipité l'indépendance. 60 ans après la mort de Kasavubu, que deviennent les Congolais? Parce que c'est lui qui avait précipité l'indépendance. Et après, on est passé par Mobutu. Mobutu, on l'a accusé d'avoir instauré un régime dictatorial et impérial. Et il est déjà parti. Et puis, on campait, on jurait que par la démocratie. Maintenant, je pose une question. Les enfants qui se rendent compte qu'ils sont orphelins des parents vivants, quelles dispositions doivent-ils prendre? Parce que les Africains, la RDC en particulier, nous nous rendons compte, nous les Congolais, que depuis l'indépendance, parce que depuis toujours, on condamnait d'abord Kasavubu, en fait Lumumba, d'avoir précipité l'indépendance. 60 ans après la mort de Kasavubu, que deviennent les Congolais? Parce que c'est lui qui avait précipité l'indépendance. Et après, on est passé par Mobutu. Mobutu, on l'a accusé d'avoir instauré un régime dictatorial et impérial. Et il est déjà parti. Et puis, on campait, on jurait que par la démocratie. Il y a une promulgation de la Constitution qui souffre d'application, malheureusement. Et la première expérience avec Joseph Kabila, je ne vais pas parler du héros, Laurent Désiré Kabila, qui avait essayé de... Bon, lui, il était né pour diriger. Alors, Joseph Kabila, qui a régné sur le pays à sa manière, et puis il y a eu le laxisme. Maintenant, c'est le régime Fachi, avec des slogans, ainsi de suite. Moi, je pose la question, je pense qu'un tel débat doit aller dans le sens de trouver des solutions, plutôt que des accusations. On se rend compte qu'on est déjà noyé. Nous sommes victimes de mauvaise gouvernance. Nous sommes victimes de ceci. Que devons-nous faire? Nous nous rendons compte qu'on n'a plus de parents. Ceux qui sont là, c'est pour leur positionnement. On nous nourrit juste des slogans. C'est un pays qui est dirigé par, riche en slogans, des slogans creux. Et la plupart, moi souvent, si je pouvais accuser, ce sont des intellectuels, notamment les professeurs d'université. Parce que tous ces présidents-là sont entourés toujours par des techniciens, des scientifiques. Donc, ils accusent quand ils ne sont pas dans le jeu. Une fois récupérés, on change de discours. C'est comme si on n'a jamais été intellectuel. Donc, question d'intégrité, ça nous manque. Alors, que devons-nous faire? Quelles sont les propositions pratiques? Nous nous rendons compte que nous sommes orphelins des dirigeants. Et là, je voudrais que le prof peut-être me réponde. Merci. Merci beaucoup. Et surtout que dans ces régimes-là, vous avez les profs tout autour. Alors, ils ont une certaine responsabilité de la débâcle du pays. Malheur dans celui qui se confie dans l'homme. Dieu maudit tout celui qui se confie dans l'homme. Si j'étais pasteur, c'est que c'était ça ma réponse. Mais moi, je ne suis qu'un scientifique, un académicien. Je vais vous parler à propos de la société et des différents mécanismes qui amènent la société à un certain développement. Les développements, les bien-être communautaires, généralement, ce n'est pas par rapport au nom d'un individu. Rappelez-vous ce qu'avait dit Barack Hussein Obama à son temps. Il disait quoi pour l'Afrique? Mieux vaut avoir des institutions fortes et non des hommes forts. Des hommes forts. Vous vous rappelez? Cette pensée de Barack Obama vaut son pesant d'or. C'est très sérieux. Alors, moi, je ne veux pas, jeter la balle sur l'individu Fachi ou le petit professeur qui est à ses côtés-là qui gagne son pain quotidien. Je ne suis pas dans leur manège, mais je vous parle comment on gère l'État. D'abord, les mécanismes qui ont fait preuve d'une bonne gestion de l'État, les mécanismes vrais, c'est la démocratie comme mécanisme de gestion de l'État. Démocratie, c'est ça. Madame nous a parlé de la plutocratie. Il y a également la démocrature. Lorsque nous parlons de la démocrature, c'est la forme dérivée de la démocratie. Donc, un peu de dictature dans la démocratie ou la dictature dissimulée. Une pseudo-démocratie. Une pseudo-démocratie. Et il existe également sur le pass africain la démocratie. Un pouvoir des démons qui gère l'État en Afrique. Et regardez, tous ces pays là-bas, là où il y a eu
des génocides, des dirigeants, des véritables démons qui ont mené leur peuple au génocide en plein XXIe siècle. Vous vous rendez compte? C'est que ici au Congo, nous avons un réel problème. Nous n'avons pas encore expérimenté la démocratie. Vrai ou faux? Regardez, c'est comme madame a dit, on va nous ramasser. Mais nous sommes, des malades de science, on va vous dire la vérité. Êtes-vous fiers de la manière dont le chef de l'État actuel a été élu? Et c'est la démocratie? Il n'y avait-il pas quelqu'un d'autre qui avait gagné haut la main les élections? Et c'est la démocratie? Mais à cet homme-là que vous avez donné le pouvoir comme ça, vous lui demandez, lui, d'instaurer la démocratie? Et vous êtes sérieux? Voici les preuves. Alors, parce que si vous voulez nous donner nos responsabilités, non, ce sont les profs, ce ne sont pas les profs. Nous alors, disons la vérité. S'il vous plaît, on va vous dire la vérité maintenant là, parce que vous savez que les profs, non, les profs qui ne fait pas son travail, qui est conseiller, mais c'est son rôle. Les conseillers, tu n'es pas là pour tout chambarder l'idée du chef. Les conseillers, le chef te donne sa vision et toi tu lui donnes des recettes. Si vous êtes un conseiller, professeur, au cabinet, même de Macron, vous venez au Macron, il ne faut pas faire, comment vous appelez ça, l'histoire de Covid, il va vous chasser. Passe sanitaire. Macron va vous chasser. Monsieur, c'est quoi ça? Moi, je vous dis, donnez-moi des idées. Sinon, vous chamboulez toute sa politique et il tombe. Un conseiller, vous êtes là pour faire que la mayonnaise puisse prendre dans les recettes du chef. Mais à la fin, où est la lumière du professeur? Où est la lumière de la science? Il fait très bien son travail. Macron, il est au pouvoir, il va terminer son mandat. Ils vont conclure pour avoir un deuxième mandat avec tous ces bordels des gilets jaunes. Mais le prof fait son travail, vous voulez quoi? Alors, professeur, justement, on ne va pas enliser le débat à ce niveau-là, justement parce que ici... Pardon, s'il vous plaît. Il y avait une autre question d'État que vous avez posée. Comment justifier le fait qu'aujourd'hui, nous rentrons encore dans les coups d'État, alors qu'à une certaine période, il y avait une accalmie? Bien sûr. S'il vous plaît, c'est très clair. Il faut regarder ce que nous appelons l'armée en Afrique. Est-ce qu'en Afrique, nous avons une armée professionnelle ou une armée des appelés comme ça qui sont allés faire l'aventure? C'est ça le vrai drame en Afrique. Les jours que vous allez avoir des armées des professionnels, ils sauront, ceux qui sont en uniforme, que le pouvoir politique est un pouvoir qui est foncièrement civil. Les militaires en Afrique, ils ont pris le goût au pouvoir politique. Les militaires en Afrique, ils ont pris le goût au pouvoir politique. Peut-être parce qu'ils souffrent plus que les politiques. Parce que les pouvoirs politiques vous donnent beaucoup de moyens. C'est qu'en Afrique, quand vous regardez très bien sur le poste africain, dans les armées africaines, les militaires, il a le goût du pouvoir civil, les militaires africains. Pourquoi? Parce que dans la gouvernance, ils sont aussi victimes de la gouvernance. Mais il faut faire attention. Thomas Sankara l'a dit. Qu'avait dit Thomas Sankara à propos d'un militaire indiscipliné? Thomas a dit, un militaire indiscipliné est un criminel en puissance. Il faut être sérieux. Alors, vous avez des criminels en puissance, là où vous bouffez leur argent, ils ne trouvent rien dans leur compte et vous voulez qu'ils vous regardent comme ça en chien de faïence, ils vont prendre le pouvoir. C'est que le vrai débat en Afrique, c'est un problème de gouvernance. Si une gouvernance sécuritaire, c'est quoi? C'est payer les militaires son solde normalement. C'est lui donner sa caserne, c'est lui donner à manger, c'est faire éduquer l'enfant du militaire, faire habiller l'enfant du militaire. Si vous arrivez à ces choses-là, je vais dire, à établir une armée professionnelle, la démocratie peut bien évoluer. Mais si vous faites des démocraties de façade, avec des démocratures et des démocraties, vous aurez toujours des problèmes sécuritaires, parce que vous avez des criminels en puissance. C'est clair. Alors maintenant, puisque nous sommes face à des crises qui paraissent permanentes, persistantes, qu'est-ce qu'on fait? Je donne quelques exemples. Quand vous regardez ce qui se passe au Tchad, quand vous regardez ce qui se passe en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, revenons, même en Algérie d'ailleurs, revenons en Afrique centrale, Brazzaville, la RDC, on se dit, ces crises s'enlisent. Pour le cas de la RDC, 22 ans, 25 ans, on ne sait pas comment en sortir. La question, maintenant, on fait quoi?
Faut-il envisager des solutions internationales? La RDC a eu mal à se sortir de 7 ans de crise. Une crise qu'on a même surnommée la troisième guerre mondiale ou la première guerre mondiale africaine. Alors, on appelle les Zimbabwéens, on appelle les Angolais, ainsi de suite. Puis, ça ne marche pas. On va appeler l'ONU, l'ONU qui s'enlise au Congo. Mali, même chose. On appelle l'ONU qui s'enlise au Mali et on ne sait pas en sortir. Je vais m'arrêter là. Bien, maintenant, faut-il envisager dans le cas de la RDC une sortie des crises avec des solutions à l'international ou il y a autre chose qu'il faut envisager en sachant déjà au départ que entre nous, il y a eu énormément de dialogues entre Congolais qui n'ont pas fonctionné. Ça nous a apporté peut-être un cessez-le-feu, une accalmie de 2-3 ans, la guerre qui s'est arrêtée, mais les gens continuent à mourir à Béni. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Kasaï. Il a suffi d'un petit rien, un pouvoir de succession coutumière, pour que ça fasse tout un drame sécuritaire. 3000 déplacés, des villages, des écoles, des églises brûlées. Donc des solutions congolaises internes, ça semble ne pas fonctionner. Des solutions à l'international, ça semble ne pas fonctionner. Bien, ben, on fait quoi pour l'Afrique, pour le Congo? Prince? Voilà, merci. Je ne laisserai pas le professeur cracher sur les militaires comme ça, là, sans réagir. Nous parlons par exemple du Ghana, là où le Ghana, actuellement, l'Afrique, c'est un exemple de démocratie. Mais qui a instauré cette démocratie-là? Jerry Rawlings, qui fait un militaire. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a évoqué dans son exposé Thomas Sankara. C'est un militaire. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Le général de Gaulle en France, bien qu'on n'en parle pas assez, c'est un militaire, il est arrivé au pouvoir comment? On l'appelle général. Il est arrivé au pouvoir comment? Par un putsch. Voyez-vous ça? Paul Kagame, on peut critiquer sa politique sur la RDC, mais voyez ce qu'il fait au Rwanda. Il fait des choses remarquables. Mon ami Louis vient du Rwanda. Il me rapporte, moi je me suis arrêté juste à Goma. J'y étais en décembre. Voilà. Voyez-vous ça? Donc il y a des militaires qui ont fait des choses remarquables. À un certain moment, c'est vrai, moi je fais partie d'un mouvement qui est pacifique et non violent. Je n'encourage pas le coup d'État, par principe. Mais il y a des militaires, à un moment, ils voient qu'il y a trop de récréation avec des politiciens. Donc il faut siffler la fin de la récréation. C'est pour ça qu'ils prennent des responsabilités. Donc entre la loyauté à un individu et la loyauté à la République, ils font leur choix. Alors, voilà. vous avez aussi connaissance des généraux qui sont arrivés au pouvoir avec la promesse de mettre de l'ordre et qui ont foutu le désordre. Je ne citerai pas les noms, mais vous les connaissez, ils sont nombreux. Ce qui confirme une règle, c'est l'exception. Alors, voilà, pour rebondir maintenant à votre question, rapidement, voilà. Parce qu'il faut donner la parole au public. Lorsqu'il s'agit d'une situation de crise, il y a des étapes à suivre pour en sortir. Premièrement, il faut connaître les causes de la crise, les effets de la crise, l'alternative et avoir des perspectives. Bon, faudrait-il avoir des solutions internationales? Moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis-là. Pourquoi? Voyez-vous la Libye, par exemple. C'est une solution internationale. Nous savons aujourd'hui où la Libye en est. La RDC. Moi, je viens de Bukavu. J'étais avec des amis qui vivent à Beni, à la MONUSCO. C'est depuis combien de temps que la MONUSCO est dans notre pays? C'est pour quel résultat? En fait, le problème, c'est quoi? Dans une situation de crise, la communauté internationale envoie une force de maintien de la paix, par exemple. Mais il n'y a pas de paix. La crise, c'est quoi? C'est l'absence de la paix. Mais vous envoyez une force pour maintenir la paix. Ils vont maintenir quelle paix? C'est comme ça, le mandat de la MONUSCO est contradictoire avec les réalités sur le terrain. D'où, chaque crise, il faut qu'il y ait des solutions endogènes, d'abord, mais accompagnées par la communauté internationale. Dans cette mesure-là, dans ce cadre-là, comment on combine les deux? Puisque moi j'ai l'impression que les solutions internes ont tendance à échouer, la plupart des cas. Dans le cas de la RDC, ça ne marche pas. Vous avez eu Amani 1, Amani 2, ça c'est Joseph Kabila qui réunit une conférence, puis vous avez CNDP et les autres, puis ça ne marche pas. Et la MONUSCO qui arrive, ça ne marche pas non plus. Alors on fait quoi? Bon, par rapport à ça,
à Mani 1, à Mani 2, jusqu'à aujourd'hui, on est au niveau de l'état de siège. Vous savez, le vrai problème avec nos dirigeants, c'est quoi? Je l'ai dit tantôt, ils ne tirent pas les leçons du passé. Quand, par exemple, le président Félix décrète l'état de siège, nous, la Louche, nous avons publié un communiqué lui demandant de surseoir d'abord l'état de siège pour évaluer la situation sur terrain. On a lancé à Mani 1, on a lancé à Mani 2, on a lancé toutes les opérations à l'Est. Mais ça ne fonctionne pas. À un moment, il faut évaluer. Le problème, c'est situé à quel niveau? Parce que vous n'évaluez pas directement l'état de siège, mais aujourd'hui, oui. Ceux qui nous avaient critiqué à l'époque, aujourd'hui, nous donnent raison. L'état de siège a été décrété à la hâte. Ça ne apporte pas de solution. Il y a des théories qui continuent. D'où il faut qu'il y ait tripartite d'une certaine manière. Les communautés locales, ils ont une partie des solutions aux problèmes qu'ils traversent. Parce qu'ils le savent. Il faut impliquer la communauté internationale, communauté nationale et les gens au niveau local. Voilà, c'est ça que nous avons proposé au début. D'accord, je reviens à vous, madame, gardez l'idée, parce qu'il y a des gens qui doivent intervenir ici et puis on continue. Merci de la parole, c'est M. Boutombo. Je suis enseignant à l'université, chef de travaux. Je voudrais d'abord saluer les interventions. Certainement, j'ai beaucoup appris, mais je voudrais aussi peut-être, parce qu'il y a une participation, apporter peut-être un nouveau vocabulaire qui pourrait peut-être accompagner chaque fois les réponses qui proviendraient de ceux qui nous communiquent aujourd'hui. Le plus grand problème que nous constatons sur le terrain, c'est celui relatif à la gestion des archives. On a parlé de gouvernance. Remarquez, quand un pouvoir quitte, celui qui le remplace brûle pratiquement tout ce qu'il a trouvé. Comment voulez-vous que nous puissions avoir des solutions adéquates si chaque fois on doit recommencer le même travail? Aujourd'hui, vous êtes là devant, je suis sûr qu'après ça, les autres passeront, diront la même chose. Est-ce que nous tirons les leçons du passé, comme a dit notre ami de la Loutien? Moi, j'estime que si peut-être en organisant ce genre de conférences, si on peut aussi associer un aspect important, la gestion des archives. Est-ce que nous gérons les archives? Consultez la conférence nationale souveraine. Tout ce qui s'est dit aujourd'hui a été dit. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout a déjà été dit. Est-ce que nous consultons pour appliquer cela? Donc, je pense que nous pouvons diaboliser ceux qui nous dirigent, mais le plus grand défaut réside dans le fait que nous ne consultons pas les archives. Merci beaucoup. Alors, je pense que je vais vous donner la parole, mais je prends deux autres interventions ici. On note la mémoire. Qu'est-ce que nous en faisons? On a l'impression que l'histoire ne nous enseigne jamais rien du tout. Prince l'a dit, mais maintenant, on a l'impression que quand un dirigeant passe, tout ce qu'il a fait de bien passe aussi. Bon, on a envie que son mal passe vite, mais même le bien, il passe vite. Alors, la mémoire, ça nous sert à quoi? Merci pour la parole. Je suis Moïse Kantenga Luongwe, je suis étudiant polytechnique en dernière année de master. Alors, par rapport à tout ce que vous avez dit, j'ai juste écrit quelque chose et que j'ai retenu que je voudrais bien partager. Tant que la justice n'est pas équitable dans un pays, la démocratie n'est qu'une maquette de l'anarchie. En fait, les grands problèmes dans ce pays, et voire même dans la gestion, on vous a évoqué beaucoup plus la bonne gouvernance, mais je pense que ça commence par un manque de leadership, un manque d'idéal commun, et ceci entraîne un manque d'une conscience collective. Je donne un peu le cas précisément de mon pays. On a voté un budget de 10 milliards de dollars. Il n'y a pas de justice distributive telle que les institutions publiques prennent 31%. Les fils du ministre s'est fait de voyage pendant que l'enfant du policier ne traîne que dans la rue. Mais avec ça, manque d'instruction. Comment voudrez-vous que cet enfant se dise un jour que je me tiendrai debout pour devenir un homme dans ce pays? Alors, ce sont là des problèmes qui doivent être tablés. Et si, lorsqu'il y a alternance pacifique du pouvoir, nous tous Congolais, on converge vers un idéal commun,
je pense que tous ces débats et tous les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça n'aura pas son sens d'être. Merci. Merci beaucoup. Une autre intervention? Oui, moi je suis Louis Tikonde des mouvements citoyens. Moi j'ai été toujours d'accord avec Lumumba qui disait que les résolutions à un problème ne viendront pas de Bruxelles, ni des États-Unis, ni de Londres, mais ça deviendra des Congolais qui sont conscients vis-à-vis de leurs responsabilités. Imaginez-vous quand, par exemple, de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, un conseiller, on te donne 14 millions de dollars et tu arrives en Bujumaï, tu bouffes. Et ça, ce n'est pas un Congolais conscient. Je me rappelle encore d'Omar El Bessir. Il a été destitué comment? Parce qu'il y avait la montée des puits des pains. Imaginez-vous les pains que nous bouffons aujourd'hui. Ce sont les mêmes pains que nous avons eu à bouffer en 1996 ou bien en 2000. Voilà pourquoi ce qui est important, c'est que la population doit être exigeante devant les dirigeants qui sont en train de nous conduire. Pas aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir avec des fanatismes, avec des responsabilités. Vis-à-vis de ce qui se passe à l'Afrique de l'Ouest, moi j'ai été toujours d'accord. Si le pays va mal, peu importe les moyens, ce n'est pas interdit que les militaires prennent des responsabilités. Et ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, je pense que les décors déjà plantés, on va les soutenir. Non, nous n'encourageons pas ce genre d'action. C'est un débat d'idées. Mais bien sûr, on respecte votre point de vue. Mais là, professeur... Ah, oui, bien sûr. Madame, vous avez un point de vue sur la justice distributive. C'est pratiquement le prolongement que fait lui, qui estime que, bien, à un moment, il va falloir que la population elle-même veille sur ce qu'elle veut. Qu'est-ce que vous voulez? Et agir de façon que ceux qui dirigent restent dans cette logique-là. Réaction? Je dis que tout de suite, je suis d'accord. Mais j'aimerais quand même rebondir. Il y a un ami qui a posé une question, qui a dit « nous ne faisons que condamner ici ». J'aimerais dire tout de suite qu'on ne condamne pas. Nous faisons une lecture de la situation actuelle et nous proposons des pistes de solutions. Quoique ces pistes de solutions peuvent être acceptées ou pas, nous ne sommes pas les dirigeants, mais nous proposons des pistes de solutions. Je dois rappeler une chose, le développement de la RDC ne dépend pas des autres. Le développement de ce pays dépend des Congolais que nous sommes. Avant même qu'on commence à chercher l'ONU, je ne sais pas moi, l'Union africaine, CAC, ce sont d'abord les Congolais qui doivent se mettre ensemble. La crise qui sévit en RDC a pour origine la politique extérieure. Les solutions sont purement congolaises. C'est vrai, pour vous, vous êtes un peu sceptique en disant on a eu plusieurs dialogues, on a eu sur la sécurité à Mani 1, à Mani 2, mais moi je reviens encore une fois pour dire les solutions aux crises qui sévissent en RDC, les solutions sont purement congolaises. La gouvernance, on ne peut pas exclure la gouvernance. La mauvaise foi ou sinon la mauvaise volonté des dirigeants congolais, on ne peut pas l'exclure. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Je suis arrivée dans la salle à 15h25. C'est un exemple. Vous nous avez dit qu'on commençait à 15h30. Je m'excuse, mais combien étaient dans la salle? Commençons par ça. Nous ne condamnons pas que les dirigeants congolais, mais il y a une responsabilité partagée. Les dirigeants congolais ont leur part de responsabilité, qui est une grosse part. Le peuple congolais aussi a sa part de responsabilité. Quand il disait ses au revoir, Joseph Kabila a dit « Je n'ai pas réussi à changer la mentalité des Congolais ». Oui, c'est vrai. Moi, je suis admirablement choquée, il n'y a pas que des Congolais. Quand vous circulez à travers le monde, plus précisément dans plusieurs pays africains, vous allez voir que c'est une maladie. Surtout les pays qui ont été colonisés, je m'excuse, par les francophones, donc l'espace francophone.
C'est une maladie. Belgique, La France, la Belgique, j'en passe. On a vraiment cette mauvaise manière de ne pas respecter le temps. Donc, nous, on se dit, c'est 15h30, je peux arriver à 15h40. Vous avez une conférence à Ouagadougou, on vous dit, le bus va vous récupérer à 15h, disons, à 8h30 minutes. Mais vous voyez des gens qui partent au restaurant pour le déjeuner à 8h30. Pendant que vous allez pour prendre le bus, eux là, quittent leur chambre à 8h30. Conséquence, le chauffeur qui est venu vous prendre pour aller à la salle de conférence, il est obligé d'attendre. Vous n'allez pas me dire que là, c'est une responsabilité des dirigeants. Alors, je suis désolé. Donc, les responsabilités sont partagées. Bien noté. Pour que le développement de la RDC qu'on aille de l'avant, Oui. pour que les choses changent dans ce pays, il y a la part, la grosse part, qui revient aux dirigeants congolais, mais il y a aussi une part qui nous revient. C'est vrai, le chef des travaux a dit un élément très important, et moi, ça me choque. Si vous me posez la question, j'ai commencé la presse il y a des années, si je peux retrouver une seule vidéo de ce que j'ai fait il y a plus de 20 ans, j'ai commencé la presse en 1995. Alors que Mobutu était déjà à la fin de son pouvoir, j'ai commencé avec la presse. Posez-moi la question si j'ai une seule émission, une seule interview que j'ai réalisée à l'époque, si je l'ai encore, je n'ai pas. Le prof a raison. Si moi je le dis pour la presse, mais que dire de tous ces politiques? Tous ces politiques qui ont des magouilles, je suis désolé, mais on se retrouve aujourd'hui dans un pays qui est dans la merde. Dans la merde, pas parce qu'il y a Fachi. Dans la merde, pas parce qu'il y a eu Joseph Kabila. Dans la merde, pas parce qu'il y a eu Laurent Désiré Kabila. Pas parce qu'il y a eu Kassavou. Dans la merde, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas compris qu'on doit prendre conscience. La conscience, ce ne sont pas les autres, c'est nous-mêmes. J'arrive ici, c'est bien balayé. Je finis la conférence, puisque j'étais panéliste. Je prends un morceau de, comme on le dit vulgairement, de papier mouchoir. Je jette ici. Mais ce n'est pas Fachi qui m'a demandé de jeter ici, ou un ministre, ou un conseiller. Il faudrait qu'on arrive à comprendre qu'il y a des choses que nous allons reprocher aux dirigeants africains, aux dirigeants congolais, mais il y a aussi des choses qui nous reviennent à nous. C'est de notre responsabilité. Et de la responsabilité aussi de l'éducation, disons, qu'est-ce qu'il faut dire, pas simplement nationale, mais ça vient de la citoyenneté pratiquement. Voilà. Mais ça, c'est très important, mais les solutions à nos crises, professeur KMB, les solutions à nos crises doivent-elles être envisagées à l'échelle internationale? Et puis, bien sûr, vous avez entendu les questions ici qui nous ramènent encore à nos responsabilités, mais je pense que là, Madame Marianne Yav vient de répondre. Merci beaucoup. J'ai parlé à un certain moment de la démocratie. Je vous ai dit que c'est les mécanismes par excellence aujourd'hui pour la gestion de l'État moderne. L'État moderne qui est né en 1648 avec le traité de Westphalie. J'ai dit et je le répète, c'est la démocratie. Et le fétiche de la démocratie, c'est quoi? C'est ce que Montesquieu a dit, le pouvoir arrête le pouvoir. Les trois pouvoirs classiques de l'État doivent s'autocontrôler. Voyez-vous? Exécutif, judiciaire oui, oui. C'est ce qui va vous amener au développement, à la prospérité. C'est ça, le schéma scientifique et théorique. Mais maintenant, comment donner à ces grands pays, beaux pays cette démocratie? La démocratie ne viendrait pas de l'extérieur, mais ça doit être une quête intérieure des Congolais. Professeur Kayembe, excusez-moi. Vous avez l'exploitation illégale, illicite de coltan d'or dans le Littouri, de coltan dans le Nord Kivu qui continue à alimenter l'insécurité dans la région. Ça passe par l'Ouganda, ça passe par le Rwanda. Des rapports encore récents ont mentionné que ça continue. Mais comment ça peut se résoudre? Simplement par une action de gouvernance interne. Tout à fait. C'est la démocratie qui doit résoudre les mécanismes. Pourquoi? Parce que vous avez un pouvoir judiciaire. Un pouvoir judiciaire qui doit être à même de réprimer ces méfaits-là. Alors, s'il vous plaît, ça c'est le rôle du pouvoir judiciaire. Mais le problème chez nous et chez vous, c'est que le pouvoir judiciaire est inféodé par l'exécutif. Le pouvoir judiciaire, des fois, n'agit pas
ou agit en sourdine. Vous avez suivi dernièrement, vous avez suivi la question RAM. Il y a des audios qui circulent. Des petits huissiers de justice et autres ont tenté d'attaquer cette histoire-là en justice. Ils ont été arrêtés il y a 48 heures. Des petits huissiers. Tribunal de paix des groupes. Arrêtés. Ils ont tenté de dire non, non, c'est de l'escroquerie. Non, non, faisons un papier. Les huissiers qui ont fait le document, arrêtés. C'est que l'indépendance du pouvoir judiciaire devait nous mettre au pas de la justice. Tant que vous n'avez pas cette indépendance, c'est que vous n'êtes pas dans la démocratie. Sachez-le, vous n'êtes pas dans la démocratie. Et aussi, les pouvoirs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les pouvoirs législatifs, avez-vous vu depuis l'histoire constitutionnelle existe, parce que j'enseigne le cours de droit constitutionnel, avez-vous déjà vu une majorité changer en pleine législature? Allez-vous dire que vous êtes dans la démocratie? Une majorité changer en pleine, sans rentrer auprès du souverain primaire. Mais ça change, s'il vous plaît. Voyez-vous, c'est que vous devez être très sérieux. Quand moi je vous dis que vous, votre salut, c'est par à travers la démocratie, parce que c'est un travail de laboratoire. J'ai analysé des sociétés, j'ai vu. Je donne encore une autre question. Je donne encore un autre exemple, professeur, mais une réponse courte. Tout à fait. Parce qu'un autre débat va devoir commencer. Tout à fait. Mais justement, moi je reste à ce niveau-là. Nous avons des problèmes internes, bien sûr. Ça, vous avez expliqué que ça doit trouver des réponses internes. Tout à fait. Ce sont des réponses pratiquement de gouvernance. On change de gouvernance, qu'on améliore pour que ces problèmes soient résolus. Des voleurs, des chèvres, des gens qui vont... D'accord, ça, on comprend. Mais il y a des problèmes qui viennent de l'extérieur. Quand un pays voisin vient alimenter... J'ai besoin justement de votre analyse en tant qu'internationaliste. Tout à fait. Un pays voisin vient alimenter des groupes armés parce qu'on a besoin d'exploiter telles ressources. Dans la plaine de la Ruzizi, on vit la même chose. Nord Kivu, Walungu, je ne sais pas c'est quoi encore le territoire où on exploite la cassiterite, même problème. Vous allez dans l'Ituri, même problème. Alors, comment, avec la démocratie, on va répondre à ce problème? S'il vous plaît, nous rentrons, mettons quelques minutes pour rentrer un peu dans la littérature à propos des conflits armés. Lorsque vous avez des rébellions sur un espace, les rébellions là, généralement, regardez, observez très bien, ces rébellions-là sont pratiquement, généralement menées par des individus qui sont de votre tribu du pays concerné. Mais regardez bien leurs tribus là. Leurs tribus doivent être aussi la même avec les pays limitrophes. Une réalité. C'est-à-dire quoi en théorie? C'est qu'une rébellion se nourrit par les frères qui sont dans l'autre territoire qui est mitoyen au vôtre. Alors comment résoudre? S'il vous plaît, j'en arrive. C'est que les problèmes, moi, vous avez tous commencé, si je vous ai bien observé, vous parlez des crises, vous parlez des conflits. Moi, internationaliste, crise ou conflit n'est pas une pathologie. Quand il y a crise, quand il y a conflit, c'est alors que nous disons que nous existons pour donner des solutions. Quelle est la solution pour la crise? Vous devez d'abord recréer l'État chez vous. Au Congo, recréer l'État moderne, en théorie. Chez vous, chez nous, recréer l'État moderne. Ayez-vous un gouvernement, si pas du type classique. Hein? Avec forces armées, avez-vous déjà vu où, en théorie, un régime, un gouvernement qui vit côte à côte avec des rébellions? En théorie, en sciences politiques, ça n'existe pas. Parce que c'est lui qui a la prééminence de l'action publique, c'est le gouvernement. Et il ne peut pas tolérer sur son territoire que des gens, 2 ou 3, puissent détenir des armes. Et c'est ça la pathologie ici. C'est que si, la pathologie, je m'excuse, du moment où vous acceptez de vivre concomitamment avec des rébellions, sachez que vous n'êtes pas un État moderne. Que ce soit en Suède, que ce soit en Suisse, que je ne sais pas, aux États-Unis, partout, même chez Poutine, aucune rébellion sur son territoire. Et alors, quand vous regardez alors j'ai dit quoi? Recréer l'État moderne et donner à l'État tous les attributs du pouvoir. D'accord. Reste Kilunda. Kilundu, voilà. Voilà, les profs présentent la démocratie comme étant une solution miracle pour le développement. Aujourd'hui, la
première puissance mondiale, c'est pratiquement la Chine. Est-ce qu'il y a la démocratie en Chine? Au professeur de me répondre. Bon. Répondez, prof. Juste une minute. Hein? Oui. Comme nous sommes dans un débat. Réponse courte. Voyez-vous, il faut faire très attention avec la propagande. La propagande. Un jour, je me suis retrouvé sur la mer Méditerranée, en train d'emprunter un avion vers 2 h du matin pour aller atterrir à Paris-Charles de Gaulle. Mon voisin qui était là, un blanc, un bon blanc là, il m'explique, voyez-vous, l'histoire du voyage là. Il me dit, Emmanuel, as-tu été déjà en Chine? J'ai dit, je n'aime pas ça. Il me dit, tu as raison, moi je viens de la Chine. À 2 h du matin, sur l'océan, il me dit, Emmanuel, tu vois ce qu'on nous rencontre ici, la Chine ici, mais je vais vous surprendre. En Chine, il y a encore des gens qui vivent avec des porcs dans des maisons. C'est qu'il y a 2 Chines, hein? La Chine jaune et la Chine bleue. La Chine prospéreuse et la Chine des disettes. C'est qu'il faut faire très attention avec la... Si aujourd'hui nous parlons de la prospérité chinoise, la raison c'est laquelle? C'est qu'ils ont accepté les capitaux de l'Occident. Aujourd'hui, vous avez des sociétés, des multinationales américaines qui travaillent avec les entreprises chinoises. C'est que c'est l'argent de l'Occident. Et pourquoi ils ont eu des problèmes avec Trump? Parce que toute l'intelligence chinoise s'était dévolée. Toutes les licences américaines. Et vous savez que dans la constitution chinoise, c'est écrit, dans la constitution chinoise, la contrefaçon est une voie de la découverte. Voyez-vous? C'est que vous avez des pays qui, quand vous suivez les médias, quand vous regardez, c'est de la propagande. Bon, c'est pratiquement, à un certain moment, une puissance qui va se déconstruire. C'est que, let us wait and see. Voyons voir tout simplement. On va voir. Wait and see. Il faudra que nous soyons encore en vie pour voir ça. Qui vont s'affaisser rapidement. Les profs est trop dans les théories, je comprends. C'est pour ça qu'il est prof. C'est pour ça qu'il est prof. Bon, vous avez posé la question de savoir, par exemple, les guerres qui sont alimentées par l'extérieur. Voilà, on dit une civilisation n'est détruite de l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Malheureusement, nous avons encore au Congo et en Afrique des compatriotes qui sont prêts à poignarder leur propre pays. Mais tout ça là, il faut restaurer d'abord l'État. Puisque dans notre pays, par exemple, on nous parle de l'État de droit. Mais comment vous allez instaurer l'État de droit là où l'État n'existe même pas? Il faut commencer par refonder l'État. Donner à l'État les instruments du pouvoir. On dit que le monopole de la violence appartient à l'État. La paix ne se négocie pas, la paix s'impose. La paix s'impose. On ne doit pas négocier avec les rebelles. Il faut imposer la paix. C'est ce qui manque pratiquement à notre État. Et à chaque fois que vous avez, par exemple, une situation où, bon, il y a un peu d'accalmie, mais il faut reconstruire après. Il faut reconstruire. J'ai parlé tantôt dans les cycles de la gestion des sorties de crise. Partant des causes, connaître les causes de la crise, les effets ou soit les conséquences, les alternatives. Parce que ceux qui ont été dans des groupes armés, il faut les récupérer. Comment faire la démobilisation et la réinsertion dans la société. Il y a aussi des perceptives. Dans les perceptives, là, il faut parler de la justice. On a parlé ici de l'indépendance de la justice qui n'existe même pas dans notre pays. Il faut qu'il y ait une justice forte. Bon, la Bible ne dit-elle pas que la justice élève une nation. Il faut qu'il y ait une justice forte d'abord et il faut qu'il y ait aussi réparation. Après ça, on passe à la réconciliation et puis à la reconstruction. Dans la reconstruction, il faut reconstruire l'armée, il faut reconstruire la police, il faut reconstruire tous les services de sécurité qui sont défaillants dans notre pays actuellement. D'accord. On va maintenant vers la conclusion. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Jean Gandou, je suis journaliste à Radio Capi. Il y a une phrase qui m'a fait sauter carrément quand l'orateur a dit que la justice n'existait pas dans ce pays. Non. Dire que la justice n'existait pas, c'est trop fort. Le pays, on n'en a pas deux, on n'a que celui-ci. Vous voulez dire que si vous allez devant les cours des tribunaux, il n'y a pas des gens qui rendent une justice distributive et juste? Il y en a. Aussi, les brebis galeuses, il y en a également, on peut en trouver. Mais dire qu'il n'existe pas de justice dans notre pays, c'est trop fort. Parce que s'il n'y en a pas, quelles sont les propositions que vous nous donnez? Moi, j'estime que la justice existe, les tests légaux sont là,
malheureusement, il arrive de fois que la mise en application de ces textes pose problème. C'est comme qui dirait, j'ai un problème avec Didier, je dis, je ne peux pas aller devant les magistrats parce qu'ils sont corrompus, et je n'irai pas. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous voulons refonder l'État, mais faisons-le de la bonne manière, avec des idées innovatrices, capables de nous donner de l'espoir de vivre. Si nous qui sommes jeunes, nous disons que l'État n'existe pas, moi je suis ahuri. Je suis ahuri. Disons, le pays a des forces, le pays a de faiblesses, mais profitons des faiblesses de notre pays pour en faire des forces. De cette manière-là, nous pouvons aller de l'avant. La justice, on l'a décrit. On a déjà vu des pauvres mamans gagner aussi les procès sans donner de l'argent. Ça existe aussi. Bien qu'à faible ténor, voulais-je dire. Mais ça existe quand même. Aidons cette justice à aller de l'avant avec des propositions concrètes. Sinon, vous n'enverrez jamais votre enfant aller faire le droit à l'université. Or, je sais que dans votre cœur, quelque part, vous voudrez que votre enfant soit avocat ou magistrat. Qu'est-ce qu'il ira faire là-bas? Merci. Merci beaucoup. Monsieur. Moi, c'est M. Jubangoyi. Je suis enseignant. En dépit de tout ce que nous avons écouté, l'exposé des intervenants, et moi, j'ai toujours dit, le problème, c'est l'homme. Si l'homme veut que les choses, l'homme lui-même va commencer lui-même à changer. C'est ça qui est comme solution. Si l'homme peut prendre conscience de lui-même, de changer, les choses vont marcher. Parce que ceux qui animent des institutions aujourd'hui sont des hommes. Ceux qui mettent le croc en jambe. On peut bien parler, oui, parce qu'on n'est pas au stade. Aujourd'hui, si on vous amène vous au gouvernement, ceux qui critiquent là, sont-ils qui sont aux affaires? Qu'est-ce qu'ils nous ont fourni? C'est les mêmes individus tels qu'on est ici. On peut vous prendre, on vous donne un poste, mais ce que vous allez nous fournir, c'est autre chose. On peut critiquer aux institutions, mais lorsqu'on nous donne une tâche de responsabilité, même dans les quartiers, comment nous nous comportons, comment nous agissons, est-ce que nous le faisons correctement? On commence d'abord par là. Et vous allez vous rendre compte que c'est l'homme qui est fautif. Lorsqu'on va prendre conscience et faire quelque chose en âme et conscience, consciencieusement, avec amour, les choses vont marcher. Et lorsque nous ne les faisons pas là, c'est déplorable. C'est un peu ça. Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais malheureusement pas vous donner la parole parce qu'on doit commencer un deuxième débat qui risque de souffrir. Excusez-moi, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion de continuer pendant qu'on fait le changement de décor. Bon, voilà. Je pense que rapidement, nous allons vers la conclusion. Nous allons conclure. Comme ça, ça nous laisse suffisamment de temps pour entamer le deuxième débat. Mais maintenant, rapidement, le débat a été fait. Nous avons commencé par justement cibler le problème et donner quelques exemples des problèmes tels qu'ils sont vécus. Ces problèmes, ils font appel à quoi? À des solutions à la dimension internationale ou des solutions à la dimension locale. Les débats ont tourné autour de ça, mais je pense que nous sommes arrivés à la fin. Mais je rappelle encore la même question. Maintenant, après avoir considéré toutes les positions, qu'est-ce que vous dites? Les sorties de crise doivent-elles être envisagées à l'échelle internationale pour le cas précis de la RDC? Madame Marianne, Yav? Et c'est là déjà ma conclusion? Oui. Eh bien, disons que je dis tout de suite, les sorties des crises sont purement des sorties congolaises. J'insiste sur ça. La communauté, disons, à l'échelle internationale, la soi-disant communauté internationale, peut apporter sa petite contribution, mais le gros, c'est va être avec les Congolais. Mais j'aimerais chuter, parce que c'est déjà la fin, j'interpelle chacun de nous, dans cette salle, de prendre conscience de notre hymne national, Debout Congolais. Lorsqu'on entend cet hymne national, on se rend compte
que plusieurs Congolais ne comprennent même pas le sens de notre hymne. Et j'aimerais que chacun de nous fasse cet exercice assez facile, mais aussi compliqué à la fois. Lorsqu'on vous dit « Don béni Congo »,« Des aïeux Congo », bon, au pays Congo, nous pleurerons ton sol, nous assurerons ta grandeur. On se pose la question chaque fois, est-ce qu'on se rend compte que c'est un exercice facile, mais aussi compliqué? C'est une prise de conscience. Le problème des Congolais aux Congolais, la solution, elle est congolaise, la sortie des crises, elle est congolaise, d'abord congolaise. Voilà. Bien, merci Prince Kilundu. Voilà, moi je dirais quand je vais... Bon, je ne réponds pas, mais je réagis un peu par rapport à ce que M. Jean Gandou venait de dire. Quand on dit que l'État n'existe pas, ce n'est pas qu'on est pessimiste. On n'est pas pessimiste, on est optimiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Si on était pessimiste, on allait carrément rester à la maison parce qu'on n'a plus rien à faire. En géopolitique, on parle de l'État failli. L'État failli, c'est lorsque le gouvernement n'a pas le contrôle sur toute l'étendue du territoire national. C'est le cas dans notre pays. Vous avez vu un documentaire fait par Alain Foucault où on montrait, même avec l'autorisation de la présidence de la République, on ne sait pas accéder à certains endroits. Et dans ces endroits-là, comment vous allez instaurer l'état de droit? Ça, c'était pour réagir à ce que vous avez dit là. Voilà. Et la sortie des crises. Quant aux sorties des crises, moi je crois que les solutions sont toujours endogènes. Parce que chaque communauté maîtrise ses problèmes et comment sortir de ces problèmes-là. Quant à la communauté internationale, elle peut au moins accompagner dans la mesure du possible les solutions qui sont prises de manière locale. Puisque, bon, on nous a dit en Libye, le problème c'était Kadhafi. Si Kadhafi n'est pas là, tout sera rose en Libye. Mais aujourd'hui, Kadhafi n'est pas là. Est-ce qu'on peut comparer la situation pendant et après Kadhafi? Vous comprenez? Ça, ce sont des solutions qui viennent d'ailleurs. Moi, je suis optimiste à ce que les solutions de nos crises, que ce soit congolaises ou africaines, doivent être trouvées en Afrique, mais avec l'accompagnement de la communauté internationale. À notre invitation ou à son initiative? Bon, ça, c'est pas pour revenir dans le débat, professeur. Comme nous sommes à la fin, j'aimerais aussi citer très, très doucement là. Je répète et j'insiste. La solution pour la République démocratique du Congo, c'est la démocratie. Cette démocratie doit être une quête intérieure des Congolais. Les Congolais doivent se battre pour l'instauration de la démocratie dans leur pays. Si le Botswana aujourd'hui est en pleine prospérité et stabilité, le Botswana, c'est suite à cette démocratie. Voyez-vous, j'ai dit, le seul et l'unique pays africain qui fait la fierté, c'est le Botswana. Mais c'est un pays qui s'est moulé un peu longtemps dans la démocratie. C'est un exemple à suivre. Alors, nous, ici, c'est la démocratie et ça doit être une quête intérieure, pas imposée de l'extérieur, que les Congolais se battent. Quand il y aura des élections, élisez les dirigeants. Si ces élections sont fausses, battez-vous pour établir les vrais élus. Battez-vous. C'est le seul chemin. Tout à fait. Bon, moi je suis prof. J'ai dit aux étudiants, battez-vous pour instaurer la démocratie. D'accord, bien. Et j'ai dit, et je le répète, n'autorisez jamais les militaires à prendre le pouvoir. J'ai dit jamais, jusqu'à ma mort. Si vous le faites, ça sera la fin du Congo. Un militaire n'est pas un modèle en politique. Même tout ce que mon voisin a cité, des piètres messieurs qui se sont fait du mal, même De Gaulle à la fin, il a été chassé. Vous savez ça? De Gaulle a été chassé. C'est que je vous dis, et je le répète, ne faites jamais confiance aux militaires pour leur donner le pouvoir civil. Le pouvoir civil a quelque chose de nocif dans son fort intérieur. Le pouvoir politique corrompt tout celui qui l'exerce. Alors dis-moi, si le pouvoir politique corrompt tout celui qui l'exerce, mais s'il doit corrompre un militaire, je termine en Kilowakati, ça sera du genre Abamou Pempuya Kibunji. C'est-à-dire que vous allez donner les pays à un grand singe. Il ne faut pas le faire. Allez, bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on termine sur une bonne humeur.
Bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir participé à ce débat.